Nous voulons rentrer dans notre pays. Rendez-nous notre terre et nos richesses naturelles. Comme ça, on ne souffrira plus de la famine et on aura tout ce qu'il nous faut. Il faut que le Maroc quitte notre pays. Nous voulons un Sahara occidental libre et rien d'autre. Dis-leur, c'est notre pays. Je suis en colère parce que je vois bien ce que mon peuple subit depuis plusieurs générations. Et ça me concerne directement. Je suis né dans un camp de réfugiés. Je sais ce qui est arrivé à mes parents et à mes grands-parents. Ils ont vécu la guerre et la misère. À cause de la guerre au Sahara occidental, ils ont dû fuir et s'installer dans des camps de réfugiés où ils ont vécu dans des conditions très difficiles. Et ils ne veulent pas que la même chose m'arrive. Mohamed Souleyman est né dans le sud-ouest de l'Algérie, dans un camp de réfugiés, en plein désert. Il n'a jamais vu le pays de ses parents. Ce film raconte l'histoire de son peuple, les Sahraouis, les habitants du Sahara occidental. Nous avions engagé Mohamed en tant qu'interprète. Puis il nous a proposé de vivre avec sa famille pour que nous nous fassions une idée de ce qu'est la vie dans un camp de réfugiés. Mohamed vit avec ses parents, Fatimatou et Souleyman, et ses cousines, ainsi que son frère Mustapha dans le camp de Smara, le plus grand des 5 camps autour de la ville algérienne de Tindouf. Les camps accueillent plus de 100 000 réfugiés. Ils sont loin de leur pays, dépendant de l'aide humanitaire, et sans espoir de décider eux-mêmes un jour de leur propre avenir. Mohamed a fait des études d'art et de littérature anglaise en Algérie. Il avait de grands projets, mais il est retourné vivre dans le camp pour aider ses parents. Souleyman, son père, est presque aveugle. Mohamed taille à sa place les vêtements pour la boutique familiale. Souleyman était un bédouin libre et fier jusqu'au jour où l'armée marocaine a envahi son pays. Au fond de lui, mon père est un homme très triste. Autrefois, il vivait au Sahara occidental, et quand il me parle de cette époque, il me dit que pour lui, c'était le paradis. Il n'y a que le désert là-bas, mais il vivait selon le mode de vie de son peuple, à la manière dont il avait choisi de vivre. Pour lui, c'était ce qu'il y avait de mieux. Mais ce paradis a été détruit à la suite d'une invasion brutale. Il s'est retrouvé dans un camp. C'est une histoire tragique. Il a été déplacé de force. Il a dû quitter son pays pour vivre dans un camp. Tout son environnement, la nourriture, l'air qu'il respirait et même les gens, tout a changé à ce moment-là. Tu perds tout ton style de vie et tu ne sais pas si tu le retrouveras un jour. طعنات ومشات كذا ومشات هوك على عقبت رجعت عرفت انا ما عين فيها حد ولا عطيها حد شيء سمعت اللي خارج اللي هون سمعت تجبر من الجهه اللي هون في ناس سووا كل شيء بالحق مرحبا. Il a dit que toute la famille partage cette même colère. Du fils au grand-père, tout le monde. Ici, notre vie se réduit à peu de choses. Nous sommes prisonniers d'une situation à laquelle il n'y a pas de solution.
On s'occupe comme on peut, avec des activités quotidiennes qui n'ont pas beaucoup de sens, mais qui nous permettent de ne pas rester sans rien faire. Les ancêtres de Mohamed s'appellent les Sahraouis, les habitants du Sahara. Un peuple de nomades qui vivait dans l'ouest du Sahara et parfaitement adapté à la vie dans le désert. À la fin du 19e siècle, les Espagnols occupent le territoire des Sahraouis et le baptisent Sahara espagnol. Ils y découvrent d'importantes richesses minières, mais se désintéressent de la population. Régulièrement, les Sahraouis se révoltent. En 1973, ils fondent l'armée de libération du Front Polisario. À dos de chameaux et armés de vieilles carabines, ils résistent à l'occupant avec succès. En 1975, l'Espagne se déclare prête à se retirer du Sahara occidental. Mais avant même d'être libérée, la colonie suscite la convoitise du roi du Maroc, Hassan II. La même année, il organise la Marche verte. 350 000 colons marocains entrent dans le Sahara occidental qui se retrouve annexé par le Maroc. 4 semaines plus tôt, la Cour internationale de justice avait pourtant rejeté les revendications territoriales du Maroc. I think you named now Polisario, I think. Yes. Yes. For us, they are smugglers. What will happen? Will they be attacked? If they attack the march, will you attack them? If they attack the march. If they attack the march, we will eat them. Pendant que l'armée marocaine envahit le Sahara occidental par le nord, des troupes mauritaniennes entrent par le sud. L'Europe et les États-Unis soutiennent l'invasion avec des livraisons d'armes. 25 000 civils sahraouis meurent sous les bombes au phosphore et au napalm. Plus de 100 000 personnes fuient à travers le désert jusque dans l'ouest algérien. Elles trouveront refuge dans des camps non loin de la ville de Tindouf. Hassan II croit pouvoir gagner la guerre en quelques jours. Mais les Sahraouis résistent farouchement et proclament leur propre État, la République arabe sahraoui démocratique. En 1979, la Mauritanie se retire. Le Maroc occupe alors également la partie sud du territoire et entame la construction d'un mur. 2700 km de sable, de fortifications et de champs de mines. À l'ouest, la partie occupée par le Maroc, à l'est, les territoires conquis par le Polisario. La guerre du Sahara occidental durera 16 ans. Ce n'est qu'en 1991 que l'ONU obtient un cessez-le-feu et envoie des casques bleus dans le cadre de la mission MINURSO. Son objectif, garantir la paix, recenser la population et dans un deuxième temps, organiser un référendum. Les Sahraouis allaient pouvoir décider s'ils veulent fonder leur propre pays ou vivre sous la couronne marocaine dans un régime d'autonomie partielle. Ce processus devait durer quelques mois à peine. Mais aujourd'hui, 21 ans plus tard, il semble toujours enlisé dans le sable du Sahara occidental. Accompagnés de Mohamed, nous nous rendons à Tifariti. Nous quittons l'Algérie et pénétrons loin dans le territoire dominé par le Polisario. Le trajet à travers le désert prend presque toute la journée. Pour les Sahraouis, Tifariti est un lieu hautement symbolique. Pendant la guerre, ce village a été envahi plusieurs fois par l'armée marocaine avant d'être aussitôt repris par les unités du Polisario. Un poste militaire avec quelques soldats a été installé. Mais à part la carcasse d'un avion abattu, un char d'assaut incendié et des tonnes de mines, il n'y a rien à surveiller. Et ce, alors que le cessez-le-feu avec le Maroc dure depuis près d'un quart de siècle. Nous avons rendez-vous avec un commandant de l'armée du Polisario. Il y a plusieurs années, il a combattu ici en tant que jeune soldat, convaincu qu'il pourrait tôt ou tard retourner dans son pays.
Il ne faut jamais perdre espoir. Parce que cela signifierait que l'on renonce. Et nous ne renoncerons pas jusqu'au jour où nous réussirons à faire valoir nos droits. C'est vrai, la durée de notre exil s'éternise. Il est vrai également que l'ONU a fait peu de choses pour les Sahraouis. Nous avons été chassés de notre pays alors que nous n'avons fait aucun mal à qui que ce soit. Mais nous sommes prêts à repartir en guerre pour reconquérir nos droits et notre territoire. Même si nous devons payer ce combat de notre vie. Au moins, on dira de nous, voici un peuple qui est mort pour une cause juste. Retour vers l'été 1991. Après de longues négociations, les Nations Unies obtiennent un cessez-le-feu entre l'armée marocaine et le Front Polisario. Mais peu avant le jour convenu pour la fin des hostilités, les Marocains procèdent à un ultime bombardement sur Tifariti. Ils détruisent la plupart des bâtiments et les sources d'eau. 16 familles sont décimées. Les ruines causées par cette attaque sont toujours visibles comme un mémorial de cette guerre. Ce n'est pas une histoire de paix, et pourtant c'est une histoire de paix. D'un côté, les Marocains ont apporté énormément de souffrance à notre peuple. Et malgré cela, 40 ans après, les Sahraouis continuent de croire à la paix. C'est incroyable. Comment pouvez-vous endurer tant de souffrance, avec tant de patience, sans répondre à la violence par la violence? Les nomades ont développé l'aptitude à la patience, mais je ne sais pas combien de temps cette patience va tenir. Et je crois que la communauté internationale ne devrait pas continuer de mettre notre patience à l'épreuve. Il faut une solution rapide, sinon la situation pourrait exploser. Partout dans le monde, il y a des situations qui explosent, du jour au lendemain. Et la durée de ce conflit a déjà dépassé ce qui est humainement supportable. Personne n'a envie de vivre toute sa vie en tant que réfugié, loin de là où il est né et où il a grandi. Mon peuple lutte pour son identité, pour son histoire, pour ses souvenirs, ses ancêtres, son mode de vie. À Berlin, nous avons rendez-vous avec Najat Hamdi. À l'âge d'enfant, elle a fui la guerre aux côtés de ses parents. Aujourd'hui, elle est la représentante des Sahraouis en Europe et se bat pour que, malgré les années qui passent, son peuple ne tombe pas dans l'oubli. C'est l'une des grandes forces de la société sahraoui. La patience et encore la patience. Certes, tôt ou tard, cette patience finit par arriver à son terme. Et actuellement, beaucoup de jeunes Sahraouis veulent repartir en guerre. Fort heureusement, et c'est aussi mon point de vue, la majorité de mon peuple ne le souhaite pas. Car nous avons déjà connu la guerre. Et nous sommes toujours en lutte. Pour moi, le simple fait d'être sur place et de résister est une forme de combat. C'est un combat pacifique. Car nous pensons que la voie de la raison est celle du référendum et l'autodétermination.
L'intifada pacifique est le meilleur moyen de faire valoir nos droits. Le soulèvement pacifique. C'est aussi l'état d'esprit du camp de Gnamizik, près de la ville d'El Ayoun. Plus de 200 000 Sahraouis vivent dans la zone occupée par le Maroc. En octobre 2010, 5 000 d'entre eux se rassemblent à Gnamizik pour protester contre l'occupation du Sahara occidental. La veille du 8 novembre 2010, d'importantes forces de police marocaines se regroupent devant le camp. La panique s'installe. Le lendemain, à l'aube, les unités marocaines prennent le camp d'assaut, faisant usage de gaz irritants, de gaz lacrymogènes et de matraques, notamment contre les femmes et les enfants. À midi, les tentes sont en feu. Les habitants du camp s'enfuient en direction d'El Ayoun. L'atmosphère est survoltée. Dans la foule, la colère est à son comble. Peu après, des incendies éclatent dans la périphérie d'El Ayoun. Pour de nombreux observateurs internationaux, cette journée marque le véritable début du printemps arabe, plusieurs mois avant les manifestations en Tunisie et en Égypte. En 2010, Hassana Aalia est âgé de 22 ans. Il fait partie des organisateurs du camp de Gnamizik. Quelques jours après le démantèlement, il est arrêté par la sécurité marocaine. Ils m'ont arrêté et m'ont emmené au commissariat. Là, ils ont commencé à me torturer. Ils ont employé plusieurs méthodes de torture, mais je préfère ne plus en parler. Nous étions dans une pièce dont les murs étaient maculés de sang. Ils m'ont dit que c'était le sang de mes compagnons, qu'ils étaient en prison, que je n'allais pas tarder à les rejoindre. Ils ont continué à me torturer. Dès le départ, ils m'ont bandé les yeux, et puis ils ont attaché une corde à mes pieds et m'ont suspendu au plafond, la tête en bas, des heures durant. Mais au tribunal, ils n'avaient pas de preuves contre moi, parce qu'ils n'ont pas réussi à me faire signer quoi que ce soit. Ils ont juste réussi à apposer mes empreintes digitales de force sur une déposition. Devant le juge et le procureur, mon avocat a fait valoir qu'en tant que Sahraoui cultivé, j'aurais pu signer de ma main et que la présence de mes empreintes digitales était forcément due à l'usage de la force. Grâce à cela, je n'ai été condamné qu'à 4 mois avec sursis. Immédiatement après le procès, Hassana quittera le pays. Aujourd'hui, il vit en exil en Espagne, à Saragosse, où il est étudiant. Il y a quelque temps, il a appris que la justice marocaine l'avait rejugé et condamné à nouveau. Cette fois, à la prison à perpétuité. Depuis, il vit dans la peur d'une extradition vers le Maroc. Ces dernières années, le Maroc a signé plusieurs accords concernant les droits de l'homme et des conventions juridiques. Mais les bonnes intentions restent purement théoriques la plupart du temps.
Nous avons constaté que le Maroc ne respectait pas les conventions internationales qu'il a signées. Par exemple, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais aussi la convention contre la torture. Nous avons même vu des accusés être battus dans la salle d'audience et le juge n'a rien fait pour empêcher cela. Il est très préoccupant de voir que des condamnations ont été prononcées uniquement sur la base de témoignages de policiers ou d'agents de la sécurité marocaine. Autrement dit, des juges rendent des verdicts sans que les accusés n'aient eu la possibilité de se défendre ou de citer leurs propres témoins. Le droit de la défense est bafoué, aussi bien lors de procès civils que militaires. Par ailleurs, il est inadmissible que des civils soient jugés par un tribunal militaire. Nous avons aussi des preuves attestant que des dépositions obtenues sous la torture ont été acceptées par les juges. Scène de la vie quotidienne à El Ayoun. Régulièrement, les manifestations des Sahraouis sont violemment réprimées par des policiers en uniforme ou en civil. Jets de pierre, coups de matraque, les brutalités policières visent tout particulièrement les femmes. Ils m'ont attrapé en pleine rue et ils m'ont traîné jusque dans une ruelle. Là, ils m'ont frappé. J'ai un cancer du sein et je leur ai dit. Mais ils ont continué à me frapper et ils m'ont uriné dans la bouche. Et régulièrement, ils me frappaient sur les seins. Quand je leur ai dit que j'étais malade, ils m'ont répondu « Vous, les Sahraouis, vous dites toujours ce genre de choses pour qu'on vous laisse partir. » Le passage à tabac a continué. Ils me frappaient très violemment. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose m'arriverait un jour. Nous recevons régulièrement des rapports faisant état de graves violations des droits de l'homme dans ces territoires. D'une part, les manifestations pour l'indépendance du Sahara occidental sont extrêmement encadrées, quand elles ne sont pas interdites. D'autre part, des opposants au gouvernement marocain ou des militants pro-indépendance sont régulièrement molestés ou brutalisés, notamment lors de gardes à vue policières. Et ils n'ont pas l'opportunité d'alerter l'opinion à ce sujet. Ces rapports sont récents et nous les considérons comme très préoccupants. Nous sommes de retour dans la partie libre du Sahara occidental. Mohamed nous a parlé d'une manifestation qui a lieu plusieurs fois par an. En véhicule tout-terrain, nous traversons la zone du Polisario jusqu'au mur qui sépare le territoire des Sahraouis. Plus de 7 millions de mines restent enfouies dans le sol. Nulle part au monde la densité de mines n'est aussi élevée qu'ici. Et nulle part les efforts de déminage ne sont aussi sporadiques. De nombreux Espagnols sont venus par solidarité pour manifester aux côtés des Sahraouis, contre le mur, contre l'occupation du Sahara occidental par le Maroc, mais aussi contre l'attitude des gouvernements européens.
Le tout sous les yeux des casques bleus et des soldats de l'armée marocaine. C'est une honte que personne en Europe, à part peut-être en Espagne, ne s'intéresse à cette situation. Je suis ici pour la deuxième fois afin d'apporter mon soutien au peuple sahraoui. Je suis venu planter une graine modeste dans ce désert de sable avec l'espoir de contribuer à changer les choses. Nous sommes de retour dans le camp de Smara, en Algérie. Les journées s'écoulent dans une certaine torpeur, sous des températures proches de 50 degrés. Mohamed nous a organisé un rendez-vous avec le président du Croissant-Rouge sahraoui. Il est responsable de la distribution de l'aide humanitaire dans les camps. Cela concerne plus de 100 000 personnes. Plus de 90% de l'alimentation provient du programme alimentaire mondial. La nourriture n'est ni saine ni variée. Fruits, légumes et protéines sont les grands absents du menu des réfugiés. Leur régime alimentaire se compose surtout de lentilles, de haricots, de riz, de pommes de terre, de sucre et d'huile. Mais là aussi, les livraisons se raréfient. Le président nous explique que sur 16 pays donateurs, il n'en reste aujourd'hui plus que 5. Et il n'a jamais vu le moindre sac provenant d'Allemagne. Nous sommes face à un défi un peu particulier, parce que l'attention du monde se focalise surtout sur les crises les plus récentes. Et on oublie les conflits plus anciens, comme le nôtre. Quand un pays donateur reçoit 2 dossiers de demande d'aide alimentaire, l'un provenant du Sahara occidental et l'autre d'une région qui fait l'actualité, comme la Syrie, il choisit d'envoyer son aide en Syrie. Et il nous dit, il va falloir attendre, nous devons d'abord répondre aux situations les plus urgentes. C'est l'un des défis auxquels nous sommes confrontés. Notre situation tombe peu à peu dans l'oubli. Année après année, le problème de la stabilisation de notre région passe au second plan. Peu avant notre départ, le président nous dit que la distribution des denrées alimentaires n'a jamais posé le moindre problème. Il ajoute que c'est grâce aux femmes des camps qui veillent scrupuleusement à ce que les répartitions permettent à chacun de survivre. Dans la société sahraoui, les femmes sont très respectées et elles ont les mêmes droits que les hommes. Elles occupent des fonctions gouvernementales, elles étudient à l'étranger et reviennent avec des diplômes de médecin ou d'enseignante. Dans le monde islamique, ce n'est pas courant. Nous devons travailler ensemble pour introduire des concepts nouveaux, comme la démocratie, les droits de l'homme, les droits de la femme. C'est très important. Et ce processus pose problème dans d'autres pays de cette région, où beaucoup de gens ne veulent pas d'un nouveau modèle de société, ni d'une nouvelle forme d'État. Et ça renforce l'hostilité envers nos efforts d'indépendance. Parce que la société sahraoui est très ouverte et qu'elle respecte les femmes. Nous devons rester en vie et rester fortes pour aider les femmes dans cette région du monde. C'est pour ça que notre combat est si important, pour nous et pour l'Afrique.
L'hôpital de Smara est le plus important de tous les camps de réfugiés. Les soins médicaux y sont dispensés gratuitement à tous. L'endroit dispose de suffisamment de médecins et des médicaments les plus courants. Un tiers des enfants souffrent de malnutrition chronique et 50% des femmes ont de graves carences en fer. Les cas de rachitisme et de diabète sont également fréquents, ce qui est peu surprenant étant donné le manque de variété de l'alimentation des Sahraouis. L'organisation d'aide médicale médico-internationale est sur place depuis 1979. Frank Van Ooyen est allemand. Il vit dans les camps depuis plus de 2 ans. Il gère l'organisation des soins médicaux des réfugiés, une tâche difficile. Nous ne sommes pas dans une situation de vie ou de mort. Mais nous sommes dans une situation où il n'y a aucune perspective de développement. Depuis tout ce temps, la jeune génération, qui n'a rien connu d'autre que la vie dans les camps, devrait avoir la possibilité de se construire une vie dans la dignité et, si possible, dans la liberté. Ce conflit dure depuis 40 ans. C'est le dernier conflit colonial sur le sol africain. Et le fait qu'en Europe, pratiquement personne n'en soit informé est un scandale. À 10 minutes de voiture du camp de réfugiés de Rabouni se trouve le centre de soins pour les victimes de mines. Ce que nous y découvrons nous bouleverse. La quasi-totalité des patients sont des hommes âgés, lourdement traumatisés pour la plupart, et sans aucun espoir de quitter ce lieu. Certains ont des proches à l'étranger qui, de temps en temps, envoient un peu d'argent pour un téléviseur ou un téléphone portable. Des objets qui permettent de tromper un peu la monotonie du quotidien. Bachari Saïd Daf a roulé sur une mine durant la guerre. Il a perdu presque toute la partie inférieure de son corps. Il est ici depuis plus de 30 ans et il ne croit pas à un avenir pacifique pour son peuple. Je suis très pessimiste. Je ne partage pas l'avis de la majorité des gens d'ici. Je ne crois pas à une solution pacifique. Cette histoire a commencé par la guerre et elle finira par la guerre. De plus en plus de Sahraouis partagent l'opinion de Bachari Saïd Daf. Beaucoup d'entre eux servent dans l'armée du Polisario, ici en plein exercice, avec d'anciennes armes récupérées en Algérie. La manœuvre d'aujourd'hui est mise en scène spécialement pour nous. Les tirs sont à balles réelles. Le commandant tient à nous convaincre que les Sahraouis peuvent tenir la dragée haute au Maroc. Mais au cours des 23 dernières années, aucun accrochage sérieux ne s'est produit. Le mérite en revient notamment à la MINURSO, la mission de paix des Nations Unies. Dans une de ces bases, nous devons rencontrer un officier allemand de l'ONU. Mais apparemment, personne n'est informé de ce rendez-vous. Je pense qu'il est ici, mais on ne pourra pas rentrer. Nous attendons près des barbelés pendant qu'un de nos accompagnateurs sahraouis va se renseigner. Au bout d'une demi-heure, le commandant allemand se présente et nous invite à entrer dans le camp. Mohamed est autorisé à nous suivre. Ici, les informations ont parfois du mal à circuler. Je participe à la mission MINURSO en tant qu'observateur militaire des Nations Unies. Notre mandat est défini par la résolution 690 de l'ONU.
Il stipule que notre rôle est de surveiller l'armée royale du Maroc et le Front Polisario de part et d'autre de la bande de sécurité. Nous rédigeons des rapports quant au changement ou à l'absence de changement constaté et nous en avisons le quartier général de l'ONU. La marge de manœuvre des soldats de la MINURSO est réduite. En aucun cas ils n'ont le droit d'intervenir, même s'ils constatent des violations des droits de l'homme. La ligne directrice est de s'en tenir au mandat. Et le mandat dit surveiller, contrôler, regarder, signaler. Et pas de se battre. Pas d'armes, rien. Quand il y a un problème, on fait demi-tour. On écrit un rapport, point final. Voilà notre travail. Le sigle MINURSO signifie Mission de l'ONU pour le référendum au Sahara occidental. Mais pourquoi après presque un quart de siècle, ce référendum n'a-t-il toujours pas eu lieu? La MINURSO a son histoire et le Sahara occidental a son histoire. Après, tout dépend du degré de transparence avec lequel on veut bien en parler. La MINURSO a été la tentative de régler un problème politique par le biais d'une procédure technique. Le problème politique était qu'il n'y avait pas de consensus entre le Maroc et les Sahraouis sur la question posée par ce référendum. Cela a donné lieu à une discussion quant à savoir qui avait légitimité pour voter à ce référendum. À plusieurs reprises, on a essayé de trouver des critères pour déterminer qui pouvait voter. Mais au bout du compte, la procédure technique n'a pas suffi à résoudre le problème politique. Pour Mohamed, cette situation est absurde. D'un côté, les camps de réfugiés manquent d'eau potable et de l'autre, les soldats de l'ONU lavent leurs voitures. La communauté internationale verse chaque année 30 millions de dollars pour 100 000 réfugiés sahraouis. La mission des 250 casques bleus coûte 2 fois plus cher. Je ne trouve pas de mots pour décrire ça. C'est totalement incompréhensible. Ce sont des sommes astronomiques qui pourraient être utilisées pour des choses pratiques, à long terme. Comment peut-on dépenser autant d'argent pour un tout petit groupe de gens qui ne font rien? Cet argent pourrait servir à quelque chose de concret. Pourquoi n'ont-ils pas le mandat des droits de l'homme? Pourquoi ne font-ils pas de rapport sur ce que font les Marocains et sur ce qu'ils voient ici, des deux côtés? Quel mal peut-il y avoir à surveiller et faire des rapports au sujet des droits de l'homme? Tout le monde parle des droits de l'homme, même les Nations Unies. Les choses que nous revendiquons sont décrites par la Charte de l'ONU sur les droits de l'homme. Alors pourquoi l'ONU ne fait-elle rien pour surveiller ce qui se passe et pour le consigner? Je ne comprends pas. Et je ne sais pas combien de temps encore les jeunes auront confiance dans les Nations Unies. Pas uniquement dans la MINURSO. Tous leurs documents, leurs congrès, leurs déclarations, ce sont de belles paroles. Mais sur le terrain, rien ne se passe. Les gens ne sont pas idiots. Bientôt, ils n'auront plus confiance en l'ONU. La plupart des missions de l'ONU actuelles disposent d'un mandat incluant la protection des droits de l'homme. Mais pas la MINURSO, et ce, au grand regret des militants des droits de l'homme. Et l'Europe n'y est pas pour rien. C'est une honte pour la classe politique européenne que les représentants de l'Union européenne, la France et la Grande-Bretagne, ne fassent rien pour étendre enfin la mission de la MINURSO aux droits de l'homme. La France, pays protecteur du Maroc, réduit à néant toutes les initiatives dans ce sens et les autres États européens ne font rien pour l'en dissuader. Le gouvernement allemand a lui aussi sa part de responsabilité. Dans le cadre de la politique étrangère commune de l'Union européenne, il pourrait mettre le sujet sur la table et contribuer à formuler une nouvelle position européenne au sujet de ce conflit.
L'écologiste Volker Beck a visité les camps de réfugiés du Sahara occidental en compagnie de Frank Heinrich, député conservateur et président de la Commission des droits de l'homme au Bundestag. Mais ce dernier a beaucoup de mal à se faire entendre. Je suis favorable à une extension du mandat aux droits de l'homme, mais nous n'arrivons pas à l'imposer, ni au sein de mon parti, ni au Parlement. Peut-être à cause de l'Espagne et de la France, ou à cause de l'Union européenne elle-même. En tant que militant et membre de la Commission des droits de l'homme, mon devoir est de comprendre d'où vient le blocage. En l'occurrence, la critique peut paraître facile, mais dans ce genre de cas, les intérêts économiques passent avant la défense des droits de l'homme. Les intérêts économiques existent depuis toujours au Sahara occidental. D'immenses gisements de phosphate découverts dans les années 60 sont exploités tout d'abord par les Espagnols, puis par les Marocains. Ces dernières années, des plantations de tomates ont été créées, dont les bénéfices sont partagés entre le groupe franco-marocain Azura et la Maison royale marocaine. Les tomates cultivées dans le territoire occupé sont vendues dans les supermarchés européens en tant que produits d'origine marocaine. Récemment, des gisements potentiels de pétrole ont été découverts au large des côtes du Sahara occidental. Des navires de prospection américains sondent le sol sous-marin avec l'autorisation du Maroc. Et puis, il y a la pêche. Les côtes du Sahara occidental, connues pour être poissonneuses, ont longtemps assuré la subsistance de nombreuses familles. Mais la pêche se pratique désormais de façon industrielle et intensive. En plusieurs endroits, la côte du Sahara occidental est touchée par la surpêche. Le gouvernement marocain a vendu les droits de pêche du Sahara occidental à l'Europe. Il perçoit chaque année 30 millions d'euros de la part de l'Union européenne pour des droits qui n'appartiennent pas au Maroc. On ne peut pas conclure un accord sur l'exploitation des zones de pêche du Sahara occidental sans s'assurer que l'argent bénéficiera effectivement aux Sahraouis. Le Maroc utilise en partie cet argent pour consolider le mur au Sahara occidental qui sert à contenir le Polisario hors de la zone occupée par l'armée marocaine et à entraver la libre circulation des personnes entre les deux parties du Sahara occidental. Cela n'est pas acceptable. De fait, l'Union européenne participe au financement de la politique d'occupation du Sahara occidental par le biais des accords de pêche qu'elle passe avec le Maroc. Si je suis bien informé, les conditions du nouvel accord de pêche se sont légèrement améliorées. Mais le principe n'a pas changé. Les Sahraouis ne disposent toujours pas de l'argent versé. Les Marocains donnent bonne conscience aux Européens en affirmant que cet argent était consacré à la création d'infrastructures. Et ce genre de dépenses pourrait être justifié assez facilement. Reste à savoir si les Sahraouis en bénéficient effectivement. Absolument. Mais le gouvernement marocain, dans une attitude un peu patriarcale, déclare « Nous vous construisons des routes, c'est bon pour vous. Et l'argent de la pêche sert à cela. » C'est tout de même une façon très cavalière de s'adresser à une population. Pour entendre les arguments marocains et nous faire une idée de la situation, nous avons sollicité des interviews auprès des autorités marocaines et une autorisation de tournage dans la zone occupée du Sahara occidental. Toutes nos demandes ont été poliment repoussées pour des prétextes divers. Une tactique également utilisée par le ministère des Affaires étrangères allemand. Ici aussi, nos demandes d'interview ont été rejetées pour des raisons d'agenda. Et ce, pendant plus de 6 mois. Des portes fermées et un mur de silence.
Fin 2014, une conférence internationale sur le conflit au Sahara occidental se tient à Berlin. Un agent du ministère des Affaires étrangères est annoncé. Peut-être aurons-nous enfin des réponses. Mais à quelques heures du début de la conférence, sa participation est annulée. Les participants sont perplexes. Certains viennent de loin et ils espéraient une prise de position du gouvernement allemand. L'Allemagne et tous les autres pays européens pourraient avoir une influence déterminante s'ils voulaient bien imposer l'idée de ce référendum. Parce que n'oublions pas que pour l'heure, il est uniquement question d'un référendum. Il ne s'agit pas de donner au peuple du Sahara occidental la souveraineté sur son territoire. Ce serait éventuellement une deuxième étape. Mais la première étape, c'est le référendum. Et tout le monde était d'accord pour qu'il ait lieu. Les Sahraouis et le gouvernement marocain. Et donc, il faut qu'il se fasse. Les violations des droits de l'homme viennent du fait qu'il n'a pas encore eu lieu. En refusant d'imposer ce référendum, les Nations Unies encouragent les violations des droits de l'homme. Mais même en Allemagne, la solidarité avec les populations du Sahara occidental existe bel et bien. Dans un petit village de Thuringe, nous rencontrons Margot Kessler, ex-députée européenne du SPD. J'ai travaillé pendant 5 ans sur ce conflit et sur les possibilités de le résoudre. Une fois par an, je me rendais sur place dans un camp de réfugiés. À la fin de cette période, avec quelques amis, nous avons décidé de venir en aide au peuple sahraoui avec nos moyens. Je repense quotidiennement aux injustices que ces gens subissent. Je garde une certaine colère par rapport à ça. Et cette colère, j'essaie de la transformer en quelque chose d'utile, en travail de solidarité. Ce projet, Vacances en paix, qui est un projet européen, est une très belle idée. Et j'y travaille depuis 11 ans. Et c'est très émouvant. Chaque été est très émouvant et très beau. À ce jour, Margot Kessler a invité plus de 200 enfants réfugiés sahraouis. Tous ont vu un dentiste, appris à faire du vélo et pour la première fois de leur vie, ils sont allés à la piscine. Pour ces enfants, ce sont quelques semaines d'insouciance qu'ils n'oublieront pas. À la fin de l'été, les enfants retournent dans leur camp pour la rentrée des classes. L'éducation est l'un des objectifs prioritaires de la politique du Polisario. Au Maroc, 1 personne sur 2 seulement sait lire et écrire. Le taux d'alphabétisation des Sahraouis est de 95%. C'est le plus élevé d'Afrique. Dans les écoles des camps de réfugiés, filles et garçons fréquentent les mêmes classes et sont traités de manière égale. Plus tard, beaucoup d'entre eux iront étudier dans l'un des pays ayant reconnu officiellement l'État sahraoui. En plus du calcul et de l'orthographe, les enfants sahraouis apprennent aussi l'appartenance à un système de valeurs, celle d'un peuple en lutte, le cas échéant avec des armes. Environ 2 tiers des habitants des camps ont moins de 25 ans. Une génération entière sans espoir d'une vie digne et autodéterminée. Combien de temps cette situation est-elle encore tenable?
Depuis près de 40 ans, les Sahraouis vivent en tant que réfugiés ou sous l'occupation marocaine. Nous sommes très déçus, je vous le dis franchement. En tant que leader politique, nous avons beaucoup de mal à convaincre notre peuple de continuer à attendre. Nous espérions que les Nations Unies trouveraient une solution au conflit. Cet espoir était grand, mais nous avons été déçus, ce qui rend notre tâche d'autant plus difficile. Nous avons de plus en plus de mal à convaincre notre peuple de continuer à être patient. Les jeunes nous disent « Combien de temps cela va-t-il encore continuer ?» Leur patience est à bout. Cela fait 20 ans que rien ne bouge. Ce n'est ni la guerre ni la paix. À leurs yeux, rien n'a changé. Et donc ils font pression sur le Polisario et lui demandent de reprendre les armes. En tant que militante des droits de l'homme, je ne peux pas être d'accord avec ça. Je ne veux en aucun cas un conflit armé. Et je suis contre l'option militaire. La solution doit provenir de négociations directes entre les parties ou être imposée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais je ne sais pas combien de temps le Polisario ou nous-mêmes parviendrons à convaincre les jeunes que c'est effectivement la meilleure solution. Mohamed a tenu à nous emmener à la station de radio locale de Smara. Chaque camp a sa propre radio. Les moyens techniques sont limités, mais les animateurs sont particulièrement motivés. Les émissions sont quotidiennes et variées. Le but est de proposer quelque chose à tout le monde. Ici, à Smara, nous faisons une programmation très hétéroclite. Il y en a pour tous les goûts. Des émissions pour les enfants, pour les jeunes et pour les adultes. Et nous abordons plein de sujets, la religion aussi. Nous sommes partisans d'un islam modéré et opposés aux tendances les plus extrémistes. Nous essayons d'avoir un discours mesuré et tolérant. En cela, nous espérons contribuer à lutter contre l'extrémisme et l'intolérance. Notre voyage touche à sa fin. La famille de Mohamed nous reçoit une dernière fois. Son frère Mustapha, 19 ans, est présent. Fièrement, il nous montre son petit magasin. Le matin à l'aube, il se rend au centre d'achat du camp de réfugiés et achète du pain, des boissons et quelques menus objets qu'il a les moyens de payer. Puis il range tout cela dans ses rayonnages et attend les clients. Ce n'est pas le métier de ses rêves, mais ça l'occupe. Le magasin ne génère aucun bénéfice. Mais son père, Souleyman, veut surtout qu'il ait une activité qui l'empêche de se détourner du droit chemin. Je suis allé à l'école en Algérie et j'ai commencé à faire mes études là-bas. Ça a duré 1 an. Au bout d'1 an, il y a eu des problèmes chez moi et il a fallu que je rentre. Fatimatou, ma mère, était tombée malade. C'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, je tente ma chance avec ce magasin. Peut-être que ça fonctionnera.
J'ai renoncé à tous les rêves que j'avais. Maintenant, je ne pense plus qu'à ce magasin, et j'espère qu'il finira par tourner correctement. La situation des jeunes d'ici est vraiment très alarmante. D'une part, ils s'ennuient, et d'autre part, ils sont en colère. Le problème, ce n'est pas uniquement le rêve collectif de notre peuple d'avoir un jour son propre pays. Le problème, ce sont aussi les rêves et les projets personnels de tous ces jeunes. Ici, ils n'ont pas la possibilité de se réaliser. Et la communauté internationale a la responsabilité de faire enfin quelque chose pour que cela change. L'Europe trempe dans ce conflit. Elle a créé ce conflit. Et ce serait bien si elle trouvait le courage de le résoudre. C'est un des plus grands scandales actuels. Le Sahara occidental n'est toujours pas un territoire souverain. Aujourd'hui encore, sa décolonisation est à l'ordre du jour des Nations Unies. En 1975, la Cour internationale de justice a déclaré que la seule solution au conflit consistait à laisser les Sahraouis décider librement de leur avenir. C'est très simple. Il suffisait de leur laisser le droit de voter. Et depuis 1975, nous attendons de pouvoir décider nous-mêmes de notre avenir. Et nous sommes très ouverts quant à ce choix. Si notre peuple veut rejoindre le Maroc, nous l'accepterons. Mais inversement, si notre peuple se décidait de devenir un État indépendant, nous attendons du Maroc qu'il l'accepte également. Ce sont les règles du jeu démocratique. Voilà 39 ans que nous sommes en résistance, dans les camps de réfugiés, mais aussi dans les territoires occupés. Et nous disons au monde, nous revendiquons notre droit élémentaire à pouvoir décider nous-mêmes de notre avenir. Je souhaite de tout cœur pouvoir un jour retourner auprès de ma famille. Et comment ? Comment, je ne sais pas, mais je rêve d'un Sahara occidental libre. J'espère qu'on se reverra dans 10 ans au Sahara occidental. J'espère qu'on se retrouvera là-bas. Dans un endroit où je me sentirai vraiment chez moi. Les jeunes sont à la fois notre préoccupation et notre espoir, nous avait dit Mohamed Abdelaziz, le président sahraoui, au moment des adieux. Et nous espérons que son combat aboutira. Mais l'horizon des Sahraouis s'obscurcit. L'aide internationale a une nouvelle fois été revue à la baisse. Et dans un monde où les crises se succèdent, qui sait si elle ne cessera pas un jour d'être acheminée. Pour le peuple oublié du Sahara occidental, les conséquences serait catastrophique.